Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée, que vous passerez aussi une excellente soirée en compagnie de Facebook et YouTube. Hier, on était privé de ces outils de communication, mais aujourd'hui, ça va, tant mieux, même si certains au Gabon ont voulu faire de la récupération s'agissant de retour à la normale. Mais c'est ça le Gabon. On connaît déjà nos despotes. Comme vous le savez, le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. Le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. J'ai souvent tort d'avoir raison très tôt. Et aujourd'hui, je viens vous parler des risques qu'on encourt en ayant Ali Bongo à la tête de notre beau pays, le Gabon, qu'il a transformé déjà en pandémonium. Si Ali Bongo reste à la tête du pays, euh, au-delà de 2023, sachez qu'il va transformer ce Gabon en Colombie. Vous connaissez la Colombie? Vous savez combien de fois la vie est difficile là-bas? Vous connaissez aussi les pays qu'on appelle les Philippines. Rien à voir avec le Gabon parce que là-bas, c'est d'après la Banque mondiale, le dernier recensement de 2020, il y a 109 600 000 habitants. 109 600 000 habitants. Or, le Gabon, nous sommes 2 millions seulement. Mais tous les signes,
tout ce qui a amené ces pays à l'état actuel. Tous ces signes-là sont désormais réunis au Gabon. Et parmi les signes, il y a la misère. La misère combinée au chômage sont un mélange explosif. C'est un cocktail explosif. Je vous parlais la semaine dernière de ces 400 Gabonais qui sont au port de la misère, qui vont être virés de ces Cagalis. Il y a d'autres entreprises qui vont mettre la clé sous le paillasson, ce qui nécessairement va entraîner donc la misère au sein de des familles de ces personnes-là. Aujourd'hui, le risque est grand donc de voir le Gabon devenir comme la Colombie. La Colombie, dont la capitale est Bogota, vous connaissez. Déjà, Bogota, c'est une ville criminogène, mais il y a aussi des villes à l'intérieur du pays, comme Medellín. Medellín, c'est une ville, un chef-lieu de province, comme les Mouila, Makoku, Kulamotu, comme le sont Mouila, Makoku, Kulamotu et les autres. Donc, dans cette ville-là, Medellín, il y a au minimum 15 meurtres par jour, 15 assassinats par jour. Pourquoi? Parce que le chômage est explosif. Les jeunes n'ont pas d'autre débouché que la criminalité. Ils sont payés par des gangs pour tuer. Et naturellement, on leur donne quelque chose. Parfois, l'équivalent de 300 € pour aller tuer. Regardez les documentaires. Hein. Vous allez les trouver sur Facebook, sur YouTube. Vous allez suivre un documentaire. Le titre, c'est Les enfants tueurs de Colombie. Donc, là-bas, il y a des cartels de drogue. Les gens se règlent les comptes. Et parfois, pour des petites rivalités qui n'en valent même pas la peine. Et au centre de tout ça, c'est la drogue, parce que les enfants sont drogués très tôt. Il y a des enfants qui commencent à fumer du chanvre, à fumer la cigarette, même à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça, c'est en train de venir au Gabon. Regardez aujourd'hui comment on est en train de rendre les enfants vraiment dépravés. Et ça, c'est en train de venir au Gabon. C'est fait à dessein. On est en train de tuer l'école. On est en train de tuer l'école. Déjà, Ali Bongo lui-même n'aimait pas l'école. Donc, il s'en fout, il ne peut pas améliorer. Il vous a promis des salles de classe en 2009, quand il est arrivé au pouvoir. On n'a rien vu. Là, il a transformé même les stades en classe, en salle de classe. Il a promis des universités. On n'a rien vu. En tout cas, il recrute massivement dans l'armée. Mais les gens qui recrutent là, c'est déjà des drogués. Il faut savoir une chose. Ali Bongo et sa famille, donc sa femme Sylvia Bongo, sa mère Patience Dabani, sont à la tête d'un grand cartel de drogue. Eux-mêmes, ce sont eux qui importent la drogue au Gabon. Le Kobolo dont vous entendez parler là, ils ont une drogue qu'eux-mêmes consomment, qu'ils appellent caillou. Donc, ils font venir. Et en 2016, lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle, ils ont envoyé Fiacre Pakongoma aller prendre un bon stock de drogue. Et les jeunes qui ont tué là, qui ont été les escadrons de la mort, ils ont été drogués d'abord. Et ça, ils étaient allés prendre la drogue en Colombie. Vous savez que là-bas, pour les prunes, on vous donne. Donc, aujourd'hui, tout est réuni au Gabon pour que ce pays devienne comme la Colombie. Un fort taux de chômage qui va atteindre 40%. On ne fait que licencier. Les enfants ne vont pas à l'école. L'école ne représente plus un sésame pour la réussite. Donc on les drogue. Vous voyez, aujourd'hui, on fait l'apologie.
Aujourd'hui, c'est même l'oreille des médiocres. Vous voyez des gens qui, euh, même ces filles-là qui ne seraient bonnes que pour être des actrices de porno, deviennent des donneuses de leçons. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? N'importe qui devient donneur de leçons au Gabon. Des filles qui auraient pu faire carrière dans la pornographie, par exemple, parce qu'elles ont du talent, elles sont maintenant lancées dans la politique. Les jeunes qui auraient pu être des agriculteurs, on les amène dans l'armée pour être des tueurs. Donc, je vous dis une chose. Je suis en vie aujourd'hui. Peut-être Dieu m'arrachera le souffle dans les mois, les années à venir. Je ne serai plus là. Mais vous sortirez cette vidéo que le Gabon deviendra comme la Colombie. Il y aura des agressions, des assassinats à tout bout de champ. Parce que les gens qui ont faim, ces jeunes qui ont faim, vont devenir des tueurs à gages. Et en Colombie, le terme, on les appelle là-bas les sicarios. Donc ce sont des tueurs à gages. Et on en a déjà eu en ce qui concerne les assassinats avec prélèvement d'organes qu'on appelle pompeusement les crimes rituels. Mais là, cette fois-ci, ça va être motivé par la misère. Pour manger, les gens vont tuer. Malheureusement. Et Ali Bongo fait ça expressement. Il met en place, Ali Bongo et ses disciples sèment la misère pour dompter le peuple. Ils savent qu'un peuple qui souffre n'a pas de choix. Ils savent que les jeunes sans emploi peuvent mordre facilement à l'hameçon du pouvoir. Donc, ils sont en train de faire tout. Ils ont de l'argent. Vous avez vu qu'Ali Bongo a été cité parmi les dirigeants qui ont créé, qui ont détourné l'argent, qui ont volé l'argent du contribuable pour le planquer dans les paradis fiscaux par le truchement des sociétés offshore, des sociétés écrans. Donc, il y a de l'argent. L'argent du Gabon est planqué dans les paradis fiscaux. J'en avais déjà parlé dans Matin d'Afrique. Et vous voyez qu'avant même que ça ne sorte, moi j'avais déjà anticipé. Vous voyez mes articles dans Matin d'Afrique, le journal est là, il est en ligne. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs. J'avais déjà prévenu que l'argent du Gabon était dans les paradis fiscaux. Kali Bongo avait créé des sociétés écran avec Mexa Kombesi. Donc l'argent, le Gabon n'est pas pauvre. C'est pourquoi la Banque mondiale dit que le Gabon n'est pas pauvre, parce qu'il sait qu'il y a l'argent du Gabon qui est planqué quelque part. Mais sauf qu'ils sont en train de dompter les Gabonais par la misère pour que, naturellement, ils continuent de régner. Parce que dans des villes comme Port-Gentil, vous savez bien, Port-Gentil, la capitale économique, la deuxième ville du pays, il était difficile pour le pouvoir de maîtriser les jeunes parce qu'à Port-Gentil, chacun avait du boulot. Il y avait du pétrole, il y avait tout. Et là-bas, on votait souvent l'opposition. Omar Bongo n'a jamais gagné là-bas. Que ce soit en 93, que ce soit en 98, que ce soit en 2005, Omar Bongo n'a pas gagné là-bas depuis l'avènement de la démocratie multipartite. Donc, Ali Bongo a compris qu'il faut semer la misère. Et là, on va se trouver donc avec beaucoup de crimes à Libreville, beaucoup de crimes à l'intérieur du pays. Quand je vous parlais de Medellín, cette ville de l'intérieur de la Colombie, c'est un chef-lieu de département comme, un chef-lieu de province comme Mouila. Mais vous voyez que pour une petite ville comme ça, vous avez pratiquement 15 assassinats au minimum par jour. Donc ça craint au Gabon. Donc toutes les conditions sont réunies, comme pour faire du Gabon la Colombie. On parlera une autre fois des Philippines, parce que là-bas aussi c'est un autre monde. Mais tous les phénomènes qui ont amené. Regardez l'Afrique du Sud. Quand vous voyez, l'Afrique du Sud, c'est le pays qui a le taux de criminalité le plus élevé au monde. Toutes les 30 secondes, on braque, on viole une femme en Afrique du Sud. C'est le pays où il y a le taux de séropositivité le plus élevé au monde. Parce que qui dit drogue dit sexe. Quand je vous parlais des sicarios, les tueurs à gages en Colombie, il y a un petit qui a retenu mon attention.
C'est un petit qui s'appelle Mathias. Mathias avait perdu son père, sa mère, ses frères, ses soeurs ont été tués par des membres d'un cartel. Et il avait 15 ans seulement. Donc Mathias, le petit Colombien, euh, il est donc devenu un enfant de la rue, il n'avait plus où vivre. Et lorsque le journaliste lui a posé la question, où vis-tu? Il dit, je vis là où la nuit me trouve. Donc, il est tué pour rien. On lui donnait 300 euros, il tuait. Il avait un autre ami qu'on appelait Diablo. Lui, là, il a été tué par règlement de compte. Vous savez, en ce qui concerne ces réseaux-là, il y a toujours des règlements de compte. Donc, Diablo, qui veut dire diable, il a été tué. Et lui, il était obligé de fuir au quartier où il était parce qu'il dormait aujourd'hui ici, demain là-bas. Et c'est trouvé dans une difficulté. Donc, ce sont des journalistes français qui sont allés faire ce reportage. Et quand ils ont diffusé, l'histoire de ce gars-là a beaucoup touché parce que tous les jours, il allait au cimetière, aller pleurer devant la tombe de sa mère, la tombe de son frère, de ses frères, et ses deux frères, sa soeur. En tout cas, il était misérable. Bon, le documentaire est passé et il y a une étudiante française qui s'appelle Marie. Et c'est cette fille-là qui est partie, qui a dit, bon, mettez-moi en contact. Et elle a fait venir donc ce jeune homme-là en France, Mathias. Il est maintenant en France, moi je vous parle. Il est en France, il a du mal à décoller parce que la France aussi, ce n'est pas un océan de bonheur où tout le monde baigne facilement. Donc, vous avez vu un enfant de 15 ans qui devient un sicario, qui devient donc un tueur à gages. Mais ça, au Gabon, on va voir. D'abord, au Gabon, on avait déjà le plus jeune braqueur du Gabon. Moi, je l'ai connu. Le plus jeune braqueur du Gabon à l'époque, qui avait fait la prison au cours d'un braquage à main armée ayant conduit à mort d'homme. Ce jeune homme-là, il s'appelle, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais il s'appelait Oksens Ekozo Waka. C'est un gars de Logoïbindo. Le plus jeune braqueur, moi j'étais chef du département d'investigation, vous le savez, et je suis allé l'interroger. Il est entré en prison à 13 ans. Il s'appelle, ou il s'appelait, je ne sais pas s'il est encore en vie, parce que là-bas c'est Guantanamo, c'est compliqué. Il s'appelle Oksens Ekozo Waka. Il avait 13 ans, il était déjà dans une bande de tueurs. Il avait vu des jeunes faire comme lui, parce qu'à Libreville, on a connu de grands tueurs comme les Tchatcho. Voilà. On a eu de grands tueurs, de grands braqueurs. Donc, ça, on n'était pas encore dans la dèche noire. Or, aujourd'hui, le Gabon s'enlise dans la misère, chaque jour que Dieu fait. Regardez le taux de criminalité. Regardez aujourd'hui le taux de prostitution. Donc, Ali Bongo a à cœur de transformer le Gabon en Colombie. Il sait ce qu'il fait. C'est fait à déceler. Bongo n'aime pas le Gabon. Donc, je suis surpris de voir les Gabonais qui sont toujours en train de soutenir ces gens-là. Ils sont en train de détruire notre beau pays. Ce pays n'est pas pauvre. Il y a de l'argent, mais planqué dans les paradis fiscaux. Mais sauf que ces malfrats d'Ali Bongo n'arrivent pas à dire, bon, le pays a des difficultés, je ramène l'argent que j'ai planqué. Il continue au contraire de puiser, d'endetter le Gabon et de puiser dans les caisses de l'État, à tel point qu'il a pris même le coffre du trésor pour l'amener à la présidence publique pour bien gérer l'argent. Avec sa femme, avec son fils, Noureddin Bongo. Donc, moi j'ai bien peur. Parce que le Gabon pourrait devenir comme la Colombie, comme les Philippines, ou l'Afrique du Sud en termes de criminalité. Maintenant, on a à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, le danger est en train de nous guetter. Le danger est en train de guetter le Gabon. Il faut qu'à l'intérieur de ce système, qu'il y ait un sursaut de patriotisme. Il faut que les Gabonais comprennent que ce type-là nous conduit tout droit vers les abysses. Donc il faut qu'on s'en sépare. La solution, c'est ça. Tant que les Bongos seront au pouvoir, le Gabon n'aura pas son salut. Jamais. Ils ne sont pas là pour développer le Gabon. Ils sont venus pour détruire le Gabon. D'abord, Omar Bongo disait, si vous me forcez à partir, le Gabon sera rayé de la carte. Donc, et Ali Bongo continue
dans la même lancée des méchancetés gratuites. Vous savez, le petit de la souris attrape, le petit du chat attrape la souris. Le petit du chat attrape la souris. Et c'est ce qu'Ali Bongo est en train de faire. Et il nous appartient, à nous les Gabonais, hein, il nous appartient de tout mettre en œuvre pour essayer de déjouer le scénario catastrophe qu'Ali Bongo est en train de planifier avec ses amis. En plus, c'est des gens qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Donc, ils s'en tamponnent le coquillard. Que le Gabon se porte bien ou pas, tant pis, ce n'est pas le problème. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent du Gabon. Piller le maximum possible. Oh là, il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'ai déjà 2 solutions dans la tête. Mais, sauf que quand je dis aux Gabonais, on va faire ceci, je ne vois pas les Gabonais se manifester. J'ai déjà 2 solutions pour mettre un terme à cette situation. Moi, seul, j'ai réfléchi à 2 solutions efficaces pour nous débarrasser de ça. J'attends les volontaires. Quand les Gabonais, les vrais Gabonais, les vrais patriotes vont se manifester, et on met un terme à ça, on n'a pas besoin d'arriver en 2023. Parce que 2023, il va encore faire un hold-up militaro-électoral. Et une fois, il va passer là. C'est vrai qu'il mourra pendant le mandat. S'il passe en 2023, s'il reste en vie, 2023, il ne va pas terminer le mandat, il mourra. Et il y aura les ordres. Il faut éviter d'en arriver jusque-là. Ce type-là, il est méchant. Il n'aime pas le Gabon. Il se sert du Gabon. Il aime l'argent du Gabon, mais il n'aime pas le Gabon. Il est là uniquement pour puiser ses richesses. Il est méchant. Regardez comment il est en train de détruire la jeunesse. Et vous voyez aujourd'hui, l'administration qui devient pourvoyeuse d'emploi, la première administration pourvoyeuse d'emploi, c'est le ministère de la Défense. Mais on ne peut pas faire du ministère de la Défense la première administration pourvoyeuse d'emploi. Mais tout le monde ne peut pas faire carrière dans l'armée. Non. Et on se doit à quel militaire? Des militaires violeurs, des militaires tueurs, des militaires soulards, qui ne peuvent même pas défendre la patrie le moment venu. Parce que même les ennemis peuvent leur donner à boire. Et puis ils vont boire et ils seront sous. Ils ne peuvent même plus défendre la patrie. Donc, il nous faut absolument qu'on se batte pour régler ce cas, Ali Bongo. Il veut transformer le Gabon en Colombie. Et tous les signes sont déjà là. Tous les ingrédients sont déjà réunis. Vous allez voir, le jour à venir, il y aura des braquages terribles à Libreville. Ils vont même semer la violence. Ils vont semer la violence pour bien tuer les gens, pour bien calmer les gens, pour canaliser les gens. Ils vont semer la violence. Ils vont semer la violence. Ça, c'est quelqu'un qui est mauvais. Il n'aime pas. Il n'aime pas ses frères gabonais. Ali Bongo n'aime pas ses frères gabonais. Et quand quelqu'un n'est pas loyal, il faut lui réserver le sort qu'il mérite. Quand quelqu'un n'est pas loyal, il faut lui réserver le sort qu'il mérite. Ali Bongo n'aime pas les Gabonais. C'est un mauvais frère. C'est notre frère d'adoption, mais il est mauvais, il est méchant. Et quand quelqu'un est méchant, il faut lui faire aussi des sales coups. C'est important. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire, puisque vous demandez mon bilan. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait comme alter ego son frère, puisque chez nous, la notion de cousin n'existe pas. Cousins, ce sont les Blancs qui ont amené ça. Nous, c'est frères. Son frère s'appelait Gitseringila. Et les deux gagnaient la vie à la sueur de leur front. Ils bossaient dur. Mais le plus grand bosseur parmi les deux, c'était Mumbina. Mumbina, même quand il s'agissait de faire la plantation, sa plantation était plus grande que celle de Gitseringila. Mumbina était non seulement chasseur, mais un bon agriculteur. Et
Voilà qu'un jour, ils ont fait de grandes plantations. Ils ont planté les arachides parce qu'il fallait le commercialiser. Il fallait qu'on commercialise les arachides pour gagner de quoi tenir dans un environnement difficile économiquement. Et c'est comme ça que Mumbina avait été invité à la capitale de leur royaume. Donc, en partant, il savait qu'il allait rester longtemps là-bas. Il a dit à son ami Guy Seringila, il dit, bon écoute, moi je veux partir et derrière moi, certainement viendra l'époque de récolter les arachides. Donc je compte beaucoup sur toi. Il faut que tu t'occupes de ma plantation. Si tu veux, tu recrutes des gens pour récolter les arachides chez moi. Après, tu mets ça au fumoir. Tu sèches ça. Quand je viendrai, on saura comment s'arranger. Toi, tu es mon frère. Mais Mumbina ne savait pas que Gitseringila était méchant. Qu'il avait un esprit fielleux. Et il était souvent acariâtre. Donc Mumbina est parti en voyage pour un peu longtemps. Derrière, qu'est-ce que Gitseringila a fait? Il n'a pas attendu que ce soit l'époque pour récolter les arachides. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, au moment où les arachides n'étaient pas encore arrivés à maturité, alors, il a tout coupé, alors que ce n'était pas encore bien mature. Donc, il a coupé. Et il n'a pas fini, il a brûlé même. Et Mumbina, quand il est venu du voyage, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris que son frère avait brûlé sa plantation. Et que tout avait cramé complètement. Au lieu de sécher, il a brûlé. Mumbina a dit, ok, il est méchant ce gars-là. C'est quoi plus intelligent que moi? Je l'attends au tournant. Et qu'est-ce que Mumbina a fait? Il est allé la nuit. Il a regardé la plantation. Il a dit, oh, mon frère là m'a gaspillé la plantation d'arachide comme ça là. Toute l'énergie que j'ai consacrée là, tout ça c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené des lingots d'or de là où il était parti. Il a enterré ça. Il a enterré partout. Et il est revenu. Et le lendemain matin, il est allé voir Gitseringila. Pour dire, mais tiens, je suis rentré du voyage, comment ça a été? Est-ce que tu as bien entretenu les plantations? Il dit, oui. J'ai cultivé les arachides et j'ai brûlé la autre partie pour que la partie là devienne fertile encore, pour que tu plantes d'autres arachides. Alors on va aller voir. Et quand Mumbina arrive là-bas, il lui dit, mais tu as brûlé? Il dit oui. Où est-ce que tu as cultivé? Il dit, oh, c'est cette partie-là. Il dit, oh, juste le peu là. Il dit oui. J'ai brûlé parce que fallait que la terre devienne encore fertile. Mais Mumbina savait au fond de lui qu'il n'avait récolté qu'une petite partie et que la vraie plantation, il a tout brûlé. Mumbina a dit, ah, tu as bien fait. J'avais hâte d'avoir une plantation comme ça parce que j'ai même appris, là où je reviens là-bas, que en fait, quand tu brûles les arachides avant que ça n'arrive à maturité, en bas là-bas, ça donne de l'or, de lingots d'or. Gitseringila a dit, ah bon? Il dit, oui, je reviens de la capitale. J'ai croisé des agronomes là-bas, des gens forts. Ils m'ont dit que quand tu brûles comme ça, là, ça produit des lingots d'or. Là où tu as brûlé ma plantation, c'est sûr qu'en bas là-bas, il y a des lingots d'or. On va essayer de fouiller. Mais Mumbina savait où là où il avait enfoui des lingots d'or la nuit. Et c'est comme ça qu'il creuse, il voit les lingots d'or et tout, il dit, ah. Il dit, voilà, je t'ai dit. Donc les gens là, ceux qui m'ont dit là-bas, ils avaient raison. Et c'est comme ça que Gitseringila, bête qu'il était, bête comme Ali Bongo, il a dit, oh, mais je vais aussi brûler ma plantation avec les arachides là, pour que ça donne des lingots d'or. Et c'est comme ça qu'il a brûlé aussi, il a mis le feu sur sa propre plantation. Sans le savoir. Il a mis le feu à sa propre plantation. Et c'est comme ça que tout s'est brûlé. Et il s'est mis maintenant à creuser, croyant trouver des lingots d'or. Il n'a rien trouvé, nada, zéro.
Il n'a trouvé que des cendres. Et Mumbina a dit, mais tu vois, toi, tu te croyais plus rusé que moi. Je savais que tu avais brûlé ma plantation par jalousie. Parce que tu voulais que j'ai des sans arachides, tu voulais être le seul à vendre les arachides ici. Tu voulais être le premier producteur d'arachides ici. Mais les lingots d'or là, qu'on a trouvé là, c'est moi qui ai amené ça la nuit. C'est moi-même qui ai enfui ça. Mais toi, tu as brûlé bêtement. Voilà, tu as tout perdu. Donc quand quelqu'un se croit malin là, il faut être plus malin que lui. Et Mumbina avait compris que l'autre c'était un abruti. Il pensait lui faire du mal. Or, lui, il était plus cerveau que lui. Et c'est comme ça qu'il a contourné, il a bondi. Et Giseringila s'est retrouvé finalement sans plantation d'arachides. Il avait perdu, tout perdu, même pas les lingots d'or. Mumbina a continué sa vie tranquillement. Parce qu'il avait compris finalement que l'autre ne valait rien. Vous savez, c'est grâce à son intelligence que l'intelligent comprend pourquoi l'imbécile réussit. C'est grâce à son intelligence que l'intelligent comprend pourquoi l'imbécile réussit. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente nuit. Con
oh.